Si vous avez grandi dans les années 2000, vous connaissez ce son. Ce n'était pas juste une sonnerie, c'était LA sonnerie, celle que tout le monde avait, celle qui définissait une époque. Nokia. 5 lettres qui, pendant plus d'une décennie, ont été synonymes de téléphone mobile. Pas un téléphone, le téléphone. En 2007, Nokia ne vendait pas des téléphones, Nokia était le téléphone. 40% du marché mondial. Un téléphone sur 2 vendu dans le monde était un Nokia. Apple, un fabricant d'ordinateurs. Samsung, un concurrent lointain. Google, un moteur de recherche. The Carphone Warehouse is bursting with great deals. Get the new 3G Nokia 7600 free, only at the Carphone Warehouse. 6 ans plus tard, en 2013, Nokia vendait sa division mobile à Microsoft pour une fraction de sa valeur. 6 ans. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire un empire. Comment est-ce possible ? Comment le géant incontesté de la téléphonie mobile a-t-il pu disparaître aussi rapidement ? Cette histoire n'est pas juste celle d'une entreprise qui a échoué. C'est une tragédie moderne, une leçon sur l'innovation, l'orgueil et la vitesse terrifiante du changement à l'ère numérique. Et si je vous disais que cette histoire se répète en ce moment même ? Que les forces invisibles qui ont tué Nokia sont à l'œuvre aujourd'hui, en train de redessiner les équilibres technologiques et géopolitiques. Bienvenue sur Digital Geopolitics. Ici, nous décodons les enjeux cachés qui façonnent notre futur. Avant de plonger dans l'histoire de Nokia, une question. Pourquoi raconter cette histoire maintenant, en 2026 ? Parce que nous sommes à un moment charnière similaire à 2007. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir les règles du jeu technologique. Les géants d'hier sont menacés. De nouveaux empires émergent. Et les mêmes forces invisibles qui ont tué Nokia sont à l'œuvre. C'est pour ça que sur Digital Geopolitics, nous analysons le passé. Non pas pour la nostalgie, mais pour décoder les patterns qui se répètent, pour anticiper les disruptions avant qu'elles n'arrivent. Notre histoire commence loin des smartphones et du Silicon Valley. Elle commence en 1865, dans une petite ville finlandaise appelée Nokia. Frédéric Idestam y fonde une usine de pâte à papier. Oui, vous avez bien entendu. Nokia a commencé dans le papier. Puis l'entreprise s'est diversifiée. Caoutchouc, câbles électriques, électronique. Pendant plus d'un siècle, Nokia était tout sauf une entreprise technologique. Mais les Finlandais avaient un avantage. Ils savaient se réinventer. Dans les années 80, la Finlande est coincée entre l'URSS et l'Occident, un petit pays qui doit jouer intelligemment. Et Nokia va devenir son champion national. En 1982, Nokia lance son premier téléphone mobile, un monstre de 10 kg. Mais c'est un début. C'est ici qu'une première force invisible entre en jeu. La géopolitique de l'innovation. La Finlande, neutre pendant la guerre froide, développe une expertise unique en télécommunications. Ni totalement occidentale, ni soviétique. Elle peut commercer avec tous. Nokia bénéficie de cette position d'équilibriste, une petite nation qui utilise la technologie comme levier de souveraineté. Les années 90 changent tout. Le mobile n'est plus réservé aux businessmen dans leur BMW. Il devient grand public. Et Nokia comprend ça avant tout le monde. Connecting People.
Ce slogan n'était pas juste du marketing, c'était une vision. Nokia ne vendait pas de la technologie, Nokia vendait du lien social, la possibilité d'appeler votre mère, votre ami, votre amoureux, de n'importe où. « 1998, le 5110, le premier vrai téléphone de masse avec coque interchangeable. Les gens collectionnaient les coques comme des accessoires de mode. Puis le 3210, puis le téléphone, celui dont tout le monde se souvient. Le Nokia 3310, sorti en l'an 2000, 126 millions d'unités vendues. Un téléphone si robuste qu'il est devenu un mème Internet 20 ans plus tard. On racontait qu'il pouvait arrêter une balle, qu'il avait survécu à des chutes du 5e étage, que la seule chose qui pouvait détruire un 3310, c'était un autre 3310. Mais au-delà de la blague, il y avait une vérité profonde. Nokia fabriquait des produits fiables. Quand vous achetiez un Nokia, il fonctionnait. La batterie tenait une semaine. Il ne plantait jamais. C'était simple, efficace, indestructible. Et ça a payé. En 2007, Nokia atteint son apogée. 40% du marché mondial, 400 millions de téléphones vendus par an. L'entreprise vaut plus de 150 milliards de dollars. Nokia emploie 100 000 personnes. C'est le Google de son époque, le Apple de son époque, le champion incontesté. Mais qu'est-ce qui faisait vraiment la force de Nokia? 3 choses. Premièrement, l'innovation incrémentale. Nokia ne révolutionnait pas, Nokia améliorait. Chaque nouveau modèle était meilleur que le précédent. Batterie plus durable, écran plus grand, menu plus intuitif. Pas de rupture, juste du progrès constant et prévisible. Deuxièmement, une maîtrise industrielle exceptionnelle. Nokia savait fabriquer des millions de téléphones rapidement avec une qualité constante et les distribuer partout dans le monde, du village africain à Manhattan. Cette machine logistique était inarrêtable. Et troisièmement, Symbian, le système d'exploitation qui équipait tous les smartphones Nokia. À l'époque, Symbian était le standard. 70% des smartphones dans le monde tournaient sous Symbian. Nokia ne dominait pas juste le matériel, Nokia dominait le logiciel. Retenez bien cette architecture du pouvoir technologique. Il y a 3 niveaux. Le matériel, le logiciel et l'écosystème. En 2007, Nokia dominait les 2 premiers, mais le 3e niveau, l'écosystème, celui qui crée la dépendance et la fidélité à long terme, Nokia le sous-estimait complètement. C'était une vulnérabilité invisible, une faille systémique que personne ne voyait encore. En 2007, tout semblait parfait. Nokia était au sommet du monde, invincible, éternel. Et puis, tout a changé. 9 janvier 2007, San Francisco. Steve Jobs monte sur scène pour ce qu'il appelle un événement révolutionnaire. Nokia, à des milliers de kilomètres, à Helsinki, ne s'inquiète pas particulièrement. Apple fait des ordinateurs, pas des téléphones. Today, Apple is going to reinvent the phone. Ce n'était pas du marketing, c'était une déclaration de guerre. And we are calling it iPhone. L'iPhone était différent, radicalement différent. Pas de clavier physique, juste un grand écran tactile, pas de stylet, juste vos doigts, pas de menu à l'ancienne, juste des icônes, et surtout, une expérience fluide, intuitive, presque magique. La presse s'emballe, le public s'émerveille, mais chez Nokia, à Helsinki, on reste sceptique. Les dirigeants de Nokia analysent l'iPhone avec leur grille d'analyse traditionnelle. Et selon ces grilles, l'iPhone a des faiblesses fatales. Pas de clavier physique, les gens veulent des touches.
Batterie faible, les utilisateurs ont besoin d'autonomie. Prix élevé, le marché est au volume, pas à la marge. Réseau 2G seulement, en retard technologiquement. Et surtout, écosystème fermé. Chez Nokia, on croit à l'ouverture, au standard, à Symbian. Un dirigeant de Nokia déclare « L'iPhone est un produit de niche qui ne concerne que les early adopters fortunés ». Sur le papier, l'analyse n'était pas stupide. L'iPhone de 2007 était effectivement limité, cher et imparfait. Et d'ailleurs, la première année, Apple ne vend que quelques millions d'iPhone. Nokia en vend 400 millions. Tout va bien, apparemment. Mais Nokia avait commis une erreur fondamentale. Une erreur qui allait tout changer. Nokia avait analysé l'iPhone avec une mentalité d'ingénieur, pas avec une mentalité d'utilisateur. Comparons. 2007. D'un côté, le Nokia N95, le flagship de Nokia, objectivement supérieur technologiquement. Appareil photo 5 mégapixels contre 2 pour l'iPhone, réseau 3G, GPS intégré, vidéo, carte mémoire extensible, un concentré de technologie. Mais pour accéder à toutes ces fonctions, il fallait naviguer dans des menus labyrinthiques, appuyer sur 8 boutons pour envoyer un SMS, lire un PDF sur un écran de 2,6 pouces avec un stylet. C'était puissant, mais c'était compliqué. L'iPhone, lui, était simple. Vous vouliez vos photos, vous touchiez l'icône photo. Vous vouliez zoomer, vous pinciez l'écran. C'était évident, intuitif. Même votre grand-mère pouvait l'utiliser. Et puis, en juillet 2008, Apple lance l'App Store. Là, tout explose vraiment. Soudain, l'iPhone n'était plus juste un téléphone, c'était une plateforme. Angry Birds, Facebook, Twitter, des milliers d'applications, des millions d'utilisateurs. Arrêtons-nous ici. C'est un moment crucial qui dépasse Nokia. Apple venait de redéfinir les règles économiques. Nokia vendait des produits, Apple créait une plateforme. Dans un modèle produit, vous gagnez de l'argent en vendant du matériel. Dans un modèle plateforme, vous gagnez de l'argent sur chaque transaction qui passe par votre écosystème. 30% de commission sur chaque app vendue. C'est exponentiel. C'est le modèle qui domine aujourd'hui. L'App Store, Google Play, mais aussi les plateformes d'IA actuelles. Nokia avait aussi un store d'applications pour Symbian, mais développer pour Symbian était un cauchemar. Il fallait maîtriser le C++, gérer la fragmentation des modèles, les développeurs fuyaient. Pendant ce temps, créer une app iPhone était relativement simple. Et comme si ça ne suffisait pas, en septembre 2008, Google lance Android, un système open source, gratuit, que n'importe quel fabricant peut utiliser. Samsung, HTC, Motorola, tout le monde saute dessus. Ici entre en jeu un concept économique fondamental, les effets de réseau. Plus il y a d'utilisateurs iOS et Android, plus les développeurs créent d'applications pour ces plateformes. Plus il y a d'applications, plus les utilisateurs rejoignent ces plateformes. C'est un cercle vertueux auto-renforçant. Une fois lancé, il devient presque impossible à arrêter. Symbian était pris dans le cercle inverse. Moins de nouveaux utilisateurs, moins de développeurs, encore moins d'utilisateurs. Une spirale de la mort. En l'espace de 2 ans, le marché s'était reconfiguré. Ce n'était plus une guerre de matériel, c'était une guerre d'écosystème, et Nokia était en train de perdre. Alors, pourquoi Nokia n'a-t-il pas réagi? Ce n'était pas manque de talent. Nokia avait certains des meilleurs ingénieurs au monde. Ce n'était pas manque d'argent. Nokia était extrêmement rentable. Le problème était culturel et structurel. Nokia était devenu une énorme machine bureaucratique, des dizaines de divisions, des centaines de comités. Pour lancer un nouveau produit, il fallait des mois de validation, de consensus, d'alignement. Des anciens employés ont raconté plus tard la paralysie interne. Les bonnes idées existaient. Certains ingénieurs proposaient de migrer vers Android. D'autres voulaient révolutionner Symbian. Mais chaque idée se heurtait aux politiques internes, aux luttes de pouvoir, à la peur du changement. C'est ce qu'on appelle l'inertie organisationnelle.
Plus une organisation est grande et performante, plus elle développe des processus rigides, des règles implicites, une culture qui résiste au changement. Nokia avait optimisé sa machine pour produire des téléphones à boutons. Réorienter cette machine vers des écrans tactiles et des écosystèmes logiciels, c'était demander à un paquebot de faire demi-tour en pleine mer, techniquement possible. Mais le temps que vous tourniez, l'iceberg est déjà là. Clayton Christensen a théorisé ce phénomène sous le nom de Innovator's Dilemma. Quand vous dominez un marché avec un modèle qui fonctionne, vous ne pouvez pas vous permettre de vous cannibaliser vous-même. Nokia a gagné des milliards avec Symbian. Abandonner Symbian signifiait abandonner ses milliards. C'était rationnel de continuer, et c'était aussi suicidaire. Entre 2007 et 2010, la part de marché de Nokia commence à glisser, lentement d'abord, 40%, puis 38%, puis 35%. Les ventes continuent d'augmenter en valeur absolue, mais la dynamique a changé. Nokia ne grandissait plus, Nokia survivait. Au conseil d'administration, la panique monte. Nokia a besoin d'un sauveur, quelqu'un qui puisse faire les choix difficiles, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne soit pas prisonnier de l'ancienne culture. En septembre 2010, Nokia fait un choix radical, embaucher le premier PDG non finlandais de son histoire, un Canadien, un ancien de Microsoft. Son nom, Stephen Elop. Ce choix allait sceller le destin de Nokia. 8 février 2011. 4 mois après son arrivée, Stephen Elop envoie un mémo interne à tous les employés de Nokia. Un mémo qui va fuiter dans la presse quelques heures plus tard. Son titre, « La plateforme brûle ». Laissez-moi vous lire des extraits. Nous sommes sur une plateforme pétrolière en feu. La mer autour de nous brûle. Nous avons plusieurs options. Nous pouvons rester sur la plateforme et brûler, ou nous pouvons sauter dans l'océan glacé avec une chance infime de survie, mais une chance quand même. Le mémo est brutal, honnête, terrifiant. Elop y détaille point par point les échecs de Nokia. L'échec de Symbian, la perte de vitesse, la concurrence qui écrase Nokia sur tous les fronts. Apple a capturé presque tous les profits de l'industrie et a démontré un modèle économique complètement nouveau. Android est devenu le système d'exploitation à la croissance la plus rapide. Samsung et HTC sortent des produits plus vite que nous ne pouvons réagir. Pour les employés, c'est un choc. Certains se sentent trahis. D'autres sont soulagés qu'enfin quelqu'un dise la vérité. Mais tout le monde se demande la même chose. Et maintenant, quel est le plan ? Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi Elop a-t-il fait ça ? Pourquoi déclarer publiquement que votre plateforme brûle avant d'avoir une solution ? C'est une décision stratégique fascinante. Soit c'est une erreur de débutant qui a tué les ventes restantes, soit c'est un coup de génie machiavélique pour justifier une rupture radicale, soit, et c'est la théorie la plus troublante, c'est une préparation délibérée pour la vente à Microsoft. Nous ne saurons probablement jamais. Mais l'impact, lui, est mesurable. 3 jours plus tard, Elop donne la réponse. Et c'est une bombe. Nokia abandonne Symbian. Nokia n'adoptera pas Android. Nokia va miser tout son avenir sur Windows Phone, le système d'exploitation mobile de Microsoft. La bourse réagit immédiatement. L'action Nokia perd 14% en une journée. Les analystes sont dubitatifs. Windows Phone, le système qui a moins de 2% de part de marché? C'est ça la solution? En 2011, iOS a 400 000 applications. Android en a 200 000. Windows Phone, 25 000. Et la plupart sont de mauvaise qualité. Pourquoi Nokia ne choisit-il pas Android, la plateforme qui monte? La logique d'Elop était la suivante.
Sur Android, Nokia serait un fabricant parmi d'autres. Samsung domine déjà. HTC, LG, Motorola sont là aussi. Nokia n'aurait aucun avantage distinctif. Avec Windows Phone, Nokia serait le partenaire privilégié de Microsoft. Nokia aurait accès à des ressources marketing massives. Nokia pourrait se différencier. Mais il y a aussi une dimension géopolitique. En choisissant Windows Phone, Nokia pariait sur Microsoft contre Google et Apple. C'était un pari sur l'équilibre des forces dans la tech américaine. Un pari que Microsoft, avec sa dominance sur PC, pourrait transférer ce pouvoir au mobile. Historiquement, Microsoft avait gagné la guerre des PC. Pourquoi pas celle des smartphones? Le problème, c'est que les dynamiques de marché avaient changé. Sur PC, Microsoft dominait parce qu'il contrôlait le logiciel standard que tous les fabricants utilisaient. Sur mobile, cette stratégie était déjà prise par Android. Windows Phone arrivait en 3e position dans une guerre à 2. Et dans les marchés à effet de réseau, la 3e place ne donne rien. Sur le papier, l'argument se tenait. Microsoft s'engageait à investir des milliards dans Windows Phone. Nokia recevrait des paiements de Microsoft. L'alliance des deux géants devait tout changer. Novembre 2011. Nokia lance le Lumia 800, le premier téléphone Nokia sous Windows Phone. Et honnêtement, il est excellent. Design magnifique, couleurs vives, interface fluide. Les premiers tests sont dithyrambiques. La presse technologique adore. Le meilleur Windows Phone à jour, un hardware magnifique. Nokia peut encore faire de superbes téléphones. Le problème, c'est que personne n'en veut. Les ventes sont catastrophiques. Les développeurs n'investissent pas dans Windows Phone. Les consommateurs restent sur iPhone ou migrent vers Android. Le marché s'est déjà consolidé autour de 2 écosystèmes. Il n'y a plus de place pour un 3e. Et il y a pire. Le mémo d'Elop, le Burning Platform, a créé ce qu'on appelle l'effet Osborne. En annonçant publiquement que Symbian était mort, Nokia a tué ses propres ventes. Pourquoi acheter un Nokia Symbian en sachant qu'il n'y aura plus de mise à jour? Les gens attendent les Lumia. Mais les Lumia ne sont pas encore prêts. Pendant des mois, Nokia ne vend plus rien. Les chiffres sont vertigineux. 2011, 28% de part de marché. 2012, 19%. 2013, 3%. En 2 ans, Nokia est passé du leadership à la quasi-disparition. Les pertes s'accumulent, 1,5 milliard d'euros de pertes en 2012, des dizaines de milliers d'employés licenciés, des usines ferment, la Finlande entière est en état de choc. Nokia, c'était plus qu'une entreprise, c'était une priorité nationale. À Espoo, le siège de Nokia, les employés manifestent. Beaucoup ont passé toute leur carrière chez Nokia. Ils ont construit le géant, et maintenant ils assistent à son agonie, impuissants. Elop est sous le feu des critiques. Certains l'accusent d'avoir saboté Nokia délibérément. La théorie du complot circule. Elop serait un cheval de Troie de Microsoft, envoyé pour faire chuter la valeur de Nokia avant que Microsoft ne la rachète à bas prix. Vrai ou faux? Probablement faux. Mais les faits sont là. En 6 ans, Nokia a perdu 95% de sa valeur, de 150 milliards de dollars à moins de 10. L'une des destructions de valeur les plus rapides de l'histoire du capitalisme. 3 septembre 2013, l'indévitable se produit. Microsoft rachète la division mobile de Nokia pour 7,2 milliards de dollars, une fraction de ce que Nokia valait à son apogée. Stephen Elop retourne chez Microsoft comme vice-président. Certains employés de Nokia reçoivent une notification de licenciement le jour même de l'annonce. L'empire Nokia était mort, mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. L'épilogue est amer. Microsoft n'a jamais réussi à relancer Nokia. Windows Phone a continué de perdre des parts de marché. En 2016, Microsoft abandonne Windows 10 Mobile.
Les téléphones Nokia sous Microsoft ont été un échec complet. Des milliards de dollars brûlés, des milliers d'emplois supplémentaires perdus. Mais Nokia n'a pas complètement disparu. La division réseau, Nokia Networks, celle que Nokia avait conservée, est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des équipements télécoms. Nokia construit l'infrastructure 5G. L'entreprise existe encore, mais personne ne l'associe plus au téléphone. En 2016, une société finlandaise appelée HMD Global rachète les droits de la marque Nokia pour les téléphones. De nouveaux Nokia apparaissent, sous Android cette fois. Même une réédition du mythique 3310. C'est touchant, nostalgique, mais ce n'est plus la même chose. Parce que le marché mobile s'est consolidé en un duopole. iOS et Android contrôlent 99% du marché. Il n'y a plus de place pour un troisième écosystème, plus de place pour une alternative. C'est la fin de la diversité technologique. Et c'est un pattern qui se répète. Les marchés numériques tendent vers le monopole ou le duopole. Search, Google à 90%. Social, Meta domine. Cloud, AWS, Azure, GCP. E-commerce, Amazon. La disruption tue la diversité. Les gagnants prennent tout. On ne revient jamais vraiment en arrière. Alors, que avons-nous appris ? Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? 5 leçons essentielles. Mais surtout, comment ces leçons s'appliquent aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Leçon numéro 1. Le succès passé ne garantit rien. Nokia a dominé pendant 15 ans. 15 ans de leadership incontesté. Et ça n'a servi à rien. Dans la tech, le passé est une illusion. Seul compte ce que vous faites aujourd'hui et surtout ce que vous préparez pour demain. Aujourd'hui, Google domine la recherche depuis 25 ans. Mais ChatGPT et les IA génératives changent la manière dont les gens accèdent à l'information. Google est-il le prochain Nokia ? La question n'est pas absurde. Même constat pour les réseaux sociaux traditionnels face à TikTok, pour les banques face aux fintech, pour l'industrie automobile face aux voitures autonomes. Leçon numéro 2. La disruption ne vient jamais d'où vous l'attendez. Nokia surveillait Motorola, Ericsson, Samsung, ses concurrents traditionnels, pas Apple, pas Google. Les vraies menaces viennent toujours de l'extérieur de votre industrie, parce qu'elles ne jouent pas selon vos règles. OpenAI n'était pas un concurrent de Google, c'était un lab de recherche en IA. Tesla n'était pas une menace pour les constructeurs automobiles, c'était une start-up de batterie. Les disruptions viennent des marges, des endroits que vous ne surveillez pas. C'est pour ça que la veille technologique ne suffit pas. Il faut une veille sur les modèles économiques émergents, sur les changements de paradigme. Leçon numéro 3. La culture peut détruire la stratégie. Nokia avait les ressources, les talents, l'argent, mais sa culture, bureaucratique, consensuelle, lente, l'a paralysé toute tentative de changement. La culture mange la stratégie au petit déjeuner, disait Peter Drucker. Nokia en est la preuve vivante. C'est le défi des grandes organisations aujourd'hui. Comment rester agile quand on emploie 100 000 personnes ? Comment innover rapidement quand chaque décision doit passer par 10 comités ? Les géants tech l'ont compris. Amazon avec ses 2 Pizza Teams, Google avec ses 20% Time, Microsoft sous Nadella avec le passage au cloud. Ceux qui ne se réinventent pas culturellement sont condamnés. Leçon numéro 4. L'expérience utilisateur bat la technologie pure. Le Nokia N95 était supérieur technologiquement à l'iPhone, objectivement. Mais l'iPhone était plus agréable à utiliser, plus simple, plus intuitif. Dans le grand public, la perception bat la réalité. Toujours. Regardez l'IA générative. Les modèles open source peuvent être techniquement comparables à GPT-4, mais OpenAI offre l'interface la plus simple, une boîte de dialogue, c'est tout. Pas de paramètres compliqués, pas de prompt technique, juste une conversation. L'UX est devenu l'avantage compétitif ultime. La technologie est nécessaire, mais l'expérience est suffisante. Leçon numéro 5. Les écosystèmes l'emportent sur les produits. Nokia vendait d'excellents téléphones. Apple et Google vendaient des écosystèmes, apps, services, cloud, communauté de développeurs. Dans l'économie numérique, vous ne vendez plus des produits isolés, vous vendez un monde dans lequel le client veut vivre.
C'est exactement ce qui se passe dans l'IA maintenant. OpenAI ne vend pas juste ChatGPT. OpenAI construit un écosystème. GPT Store, API, plugins, intégration. Microsoft intègre Copilot dans tous ses produits. Google intègre Gemini partout. Ce n'est pas une guerre de modèles, c'est une guerre d'écosystème. Et celui qui gagne cette guerre contrôlera l'infrastructure cognitive de demain. Et il y a une 6e leçon, celle que Nokia nous enseigne pour l'avenir. Les couches de pouvoir dans la tech se déplacent constamment. Dans les années 2000, le pouvoir était dans le matériel. Aujourd'hui, il est dans les algorithmes et les données. Demain, il sera peut-être dans les agences IA autonomes ou l'infrastructure quantique. Identifier où se situe le pouvoir est la compétence stratégique essentielle. L'histoire de Nokia est triste, c'est une tragédie, mais c'est aussi une histoire nécessaire, parce que nous vivons dans un monde où le changement est la seule constante, où les géants peuvent tomber en quelques années, où hier ne protège pas de demain. Regardez les géants d'aujourd'hui, Apple, Google, Amazon, Tesla, OpenAI, ils semblent invincibles, éternels, exactement comme Nokia en 2007. Mais l'histoire nous enseigne qu'aucun empire n'est permanent. La seule question n'est pas si ils tomberont, c'est quand et comment. Et surtout, qui sera le prochain disrupteur? L'IA quantique qui rendra obsolète l'IA actuelle, les interfaces neuronales directes qui élimineront les écrans, la blockchain qui décentralisera les plateformes. Les forces invisibles sont déjà à l'œuvre. La prochaine disruption majeure se prépare quelque part en ce moment même dans un lab que vous ne surveillez pas. Et cette fois, la géopolitique sera déterminante. La course à l'IA n'est pas juste technologique, c'est une course pour la suprématie économique et stratégique. Les États-Unis dominent aujourd'hui avec OpenAI, Google, Microsoft, mais la Chine investit massivement. L'Europe régule agressivement. Les équilibres de pouvoir technologique redessinent les équilibres de pouvoir géopolitique. Pour ceux qui créent, qui innovent, qui osent, Nokia est un rappel puissant. Restez paranoïaque, restez humble, écoutez les signaux faibles et surtout, n'ayez jamais peur de vous réinventer, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien, parce que c'est quand vous êtes au sommet que vous êtes le plus vulnérable. Sur Digital Geopolitics, notre mission est de décoder ces forces invisibles, de vous aider à voir les disruptions avant qu'elles n'arrivent, de transformer l'information en intelligence stratégique, parce que comprendre le présent, c'est anticiper l'avenir. Et anticiper l'avenir, c'est ne pas devenir le prochain Nokia. You never know when it might happen, but you know where to find it. Nokia, connecting people. From the digital leader comes the new Nokia 8110, the first mobile phone with a better shape for better sound. So, from now, the future will be clearer. Nokia, connecting people. Nokia a connecté les gens. Nokia a changé le monde. Pendant un temps, Nokia était le téléphone. Et ça, rien ne pourra l'effacer. Mais l'histoire continue, la disruption continue. Et la question pour vous, pour moi, pour nous tous est simple. Serons-nous capables de voir le changement avant qu'il ne soit trop tard ?